Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre Inside the Doc du 22e FIFO. Aujourd'hui, nous allons parler du film Te Puna Ora, présenté en compétition du festival qui aura lieu du 31 janvier au 9 février 2025. Donc, inspiré par la légende de la déesse Hina, Te Puna Ora, la source de vie, suit l'histoire captivante de résistance de 3 femmes sur l'île de Moorea. Un film où se rencontrent écart de génération, respect des traditions et conscience environnementaliste. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Virginie Tetofa, la réalisatrice et productrice du film Te Puna Ora, pour une rencontre autour de son film. Virginie Yorana. Yorana. Merci de te joindre à nous. C'est un vrai plaisir de t'accueillir pour ce 22e FIFO, et puis félicitations pour ce film et sa sélection. Merci beaucoup pour la sélection et merci de m'accueillir. Donc on se connaît un peu déjà au FIFO maintenant, ça fait plusieurs années ça fait de nombreuses années que tu réalises et produis pour l'audiovisuel ici en Polynésie, mais également un peu ailleurs. Et plusieurs de tes films ont été sélectionnés au cours des années dans différentes éditions du FIFO et dans quasiment toutes les catégories accessibles au festival. Et je pense notamment au film Umuei, sélectionné en compétition du FIFO 2020, ce qui a aussi permis en 2022 de t'inviter à participer au jury international du festival. C'est ça. Et puis, cette année, on te retrouve avec non pas un, mais 2 films en sélection. L'un en compétition dont on va parler, l'autre hors compétition, qu'on encourage fortement les gens à aller voir. Oui, qui s'appelle Le Hura, sauver l'oiseau des Australes. Voilà. Un film aussi avec une portée environnementale sur la préservation du patrimoine naturel polynésien. Donc, tout ça, ton parcours, c'est un peu quelque chose c'est un beau parcours déjà. Mais qu'est-ce que ça t'inspire au niveau professionnel et personnel? Le parcours dans l'audiovisuel en Oui. règle générale. Écoute, ça a été de belles rencontres d'avoir fait tous ces films, que ce soit Arurutu Te Ajumu et Arurutu, où ma famille, du côté de ma mère, ils sont originaires de Arurutu. Ensuite, d'avoir fait Troisième Feuille qui était hors compétition l'année dernière aussi, c'était important parce que ça parlait de la pharmacopée, de la reconnaissance des plantes et du combat peut-être qu'on doit encore mener en Polynésie et en France pour avoir la reconnaissance non seulement de nos plantes, mais aussi de nos pratiques de la médecine traditionnelle. Donc pour moi, c'était important de faire ce film-là. Ensuite, il y a eu en cours de route, parce que Te Puna Ora, ce film, je l'ai commencé en 2020, en septembre 2020, et on l'a fini en 2024. Donc on a mis 4 ans avant de pouvoir sortir ce film. Et ça a été le process le plus lent, je pense, là, récemment dans ma carrière audiovisuelle, pour mener à bien un documentaire. En comparaison, le Hura, qui est aussi en sélection cette année, mais hors compétition, on l'a tourné en début d'année 2024 et on l'a sorti en fin d'année 2024. Donc, c'est vraiment une autre façon de faire un film, une autre façon de réaliser et de produire un documentaire. Ce qui n'était pas le cas pour Te Puna Ora, parce que Te Puna Ora, c'était très compliqué, Te Puna Ora. Ça a mis 4 ans à se faire. L'initiative venait d'abord des États-Unis parce que j'ai une de mes coproductrices qui avait rencontré Hinano et qui avait été subjuguée par le mythe de Hinaeru que Hinano raconte en conférence à l'étranger. Donc, elle avait entendu Hinano parler de ce mythe de la création des îles. Et donc, elle m'a contactée par rapport à ça. Donc, à l'initiative, au tout début du projet, nous n'avions que le mythe, qui était une version racontée par Hinano et racontée par... C'est la version qui se raconte dans les Tuamotu. Et c'est la version qu'on retrouve dans le film également. Et c'est la version qu'on retrouve dans Te Puna Ora. Oui. Et donc, on est parti de cette histoire de ce frère et de cette sœur qui décident d'aller découvrir le monde, qui vivent dans un monde où il n'y a que l'océan et que la voûte céleste, que le ciel, et il n'y a pas d'île. Donc, ils décident de créer une pirogue pour aller sur l'océan et essayer de découvrir
des îles. Et ils assistent à l'émergence de 3 îles. Donc Ta'a, Raiatea et Bora Bora. Mais alors justement, pourquoi, en pratique, pourquoi ça a mis autant de temps? Ça a mis du temps parce que il y a des événements, notamment le Tahei, qu'on ne pouvait pas recréer. On était obligé d'être là et de suivre au fur et à mesure des avancées qu'ils faisaient, des manifestations qu'ils faisaient, enfin des rassemblements culturels qu'ils faisaient. Il fallait être là. Donc ça a mis du temps entre 2020 jusqu'à 2024. Il y a eu plusieurs phases à l'intérieur du Tahei. Oui. Il y a eu d'abord le premier Tahei qui n'a pas pu se faire. Ensuite, il y a eu le deuxième Tahei où les gens se sont vraiment rassemblés, où il y a eu 2000 personnes sur la plage de Témer. Ensuite, il y a eu la fédération Tahei où ils se sont fédérés. Donc, il y a eu plein d'étapes en fait historiques dans le mouvement Tahei qu'on était obligé de suivre, et on n'a même pas pu suivre toutes ces étapes. On n'en a suivi que 2 au final. On n'était pas là au moment de la fédération. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. C'est que c'est à la fois poursuivre des personnages et à la fois suivre des événements concrets, chronologiques qu'on ne peut pas recréer. D'accord. Tu disais plutôt que l'idée de départ venait de la légende de Hinaeru que raconte Hinano lorsqu'elle intervient en conférence à l'étranger, ou même ici, hein, j'ai déjà entendu la raconter ici. Quel est le lien? Comment le lien a été fait entre cette légende et l'histoire que raconte le film? Je pense que le lien que moi j'ai fait, mais il est symbolique et je ne suis pas sûre qu'on le comprenne en tant que spectateur quand on voit le film. Mais Hinaeru, c'est 2 personnes à la découverte d'un nouveau monde. À mon sens, le monde dans lequel ils évoluent ne leur convient pas d'être juste entre terre et mer. Ils sont à la recherche de quelque chose d'autre. Et ils découvrent 3 nouvelles îles. Et pour moi, les 3 nouvelles îles, je fais le parallèle entre la découverte de Hina des 3 nouvelles îles et l'émergence de ces 3 femmes, en fait, qui créent un mouvement social et environnemental à Moorea pour essayer de protéger leur île. Et c'est comme ça qu'on a fait des liens entre le mythe et ce qui se passait dans la vie de nos personnages. D'accord. Donc, Hinaeru, ils voguent sur leur pirogue. Ils sont à la recherche d'un nouveau monde, un peu comme nos 3 personnages sont aussi à la recherche d'un meilleur monde pour Moorea. Et il y a des difficultés. Hinaeru traverse une tempête, tout comme Poema traverse, je sais pas combien de fois, elle se fait jeter à la fois sur son voilier, à la fois à la plage de Témer. Et du coup, c'est que des résonances un peu comme ça, symboliques, au travers du film. Je suis pas sûre qu'on le comprenne. Ah si, je te rassure, on le comprend. On voit bien, on sent bien que l'histoire est entre en résonance avec la légende. Ça, enfin en tout cas moi, je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Et c'était ça le lien en fait avec ce mythe. Le mythe pour un public international a été très difficile de garder dans le film. En 4 ans, on a toujours voulu me faire couper le mythe du film. Et c'est vraiment la chose à laquelle je ne dérogerai pas. C'est que c'est important parce que le mythe, c'est nos racines. C'est le lien aux ancêtres, le lien à la terre, le lien à la mer, c'est le lien à tout ça. Donc pour moi, c'est important de ne pas couper le mythe. Là, on va partir sur une version 52 minutes et 56 minutes pour la télévision. Parce que là, Te Puna Ora fait 75. Oui. Et je sais déjà que le mythe, il est hors de question qu'il sorte, enfin qu'il soit coupé au montage, pour des besoins de compréhension d'une audience internationale et française, quoi. Ils ont qu'à essayer de comprendre. Enfin, je veux dire, tout le but de faire des films, c'est d'avoir une différence de format, d'idées, de vision du monde. Et pour moi, on n'a pas à se formater au carcan forcément français ou américain ou on va dire occidentaux. À eux d'essayer de se mettre à notre place, de faire l'effort, de comprendre ce qu'on leur dit et voilà. Bon, déjà, c'est sous-titré, hein. Déjà, c'est sous-titré, donc c'est dans les 2 langues, c'est sous-titré en français et en anglais.
Ok. Alors, tu disais aussi juste avant, ce film est une coproduction internationale. Ouais. J'ai deux questions dans la même. C'est alors pourquoi tu as fait pourquoi tu as besoin d'une coproduction avec dans différents pays et puis surtout comment ça s'est passé? Alors pour Te Puna Ora, il y a eu 4 sociétés de production attachées au projet, hein, même peut-être 5, on pourrait même dire 5. 2 coproducteurs sont américains, un coproducteur est norvégien. Et ensuite, on est aussi passé par Rewild, qui est une société de production à Paris, pour faire la post-prod image. En fait, c'était une nécessité de passer par la coproduction internationale en termes de financement. Il y a des financements que les coproducteurs internationaux peuvent ramener et que nous, en tant que société de production locale ou française, on ne peut pas ramener. Donc, c'était vraiment par rapport au financement du film qu'on avait. Parce que tenir sur 4 ans avec un documentaire comme ça, oui. On a besoin quand même de s'appuyer sur d'autres sociétés de production. Et la dernière société de production qui est arrivée en fin d'étape pour les finitions du film, c'était la Norvège. Quand on sait qu'en Norvège, ça coûte 3 fois plus cher qu'en France, les finitions du film ont vraiment coûté cher, mais c'est vraiment la Norvège et ce coproducteur norvégien qui a tout pris en charge, qui était capable de lever des financements dans son pays avec le Norway Film Institute, qui est un peu comme le CNC en France, de là-bas. Voilà, mais de là-bas. Et on n'aurait pas pu finir le film, je pense, sans le concours de ces coproducteurs-là. D'accord. C'est vraiment financier, hein, les coproductions. Après, c'est compliqué à gérer. En plus, il y a dans toutes les langues, dans toutes les monnaies. Donc, j'ai du franc Pacifique à l'euro, au dollar américain et à la monnaie de Norvège. Donc, vraiment, c'est compliqué. Mais je vois pas comment on aurait pu financer ce film avec un résultat comme ça à la fin, sans passer par les internationaux. Il y a autre chose de l'international moi j'ai vraiment voulu ça, c'était de faire revenir mon chef opérateur australien, qui vit maintenant à Los Angeles, avec qui j'avais fait aller au Imaginé, hein, quand on était étudiants, parce qu'on était ensemble à l'école. Oui. Et ça aussi, c'était une condition pour faire le film, à mon sens. Donc, il y a eu des chefs opérateurs locaux pendant tous les tarés, tous les événements où on était obligé de suivre. Mais après, le tournage principal, qui a duré 2 semaines, on a fait venir le chef-op des États-Unis pour qu'il vienne tourner, quoi. Et pareil, je pense que sans lui, le film ne ressemblerait pas à ce qu'il ressemble maintenant, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ces 4 ans, dans ces 4 années de tournage et de post-production? La coproduction. La coproduction. Je pense. Alors, le plus difficile pendant ces 4 ans, ça a été de tourner de 2020 à mi-2022 sans trop savoir où on allait vraiment, avec un mythe en fond et des événements qui se passaient à Montréal qu'on allait documenter, mais sans vraiment savoir si on pourrait les exploiter, si ça allait nous servir ou pas. D'accord. De pas avoir une vision très très claire du film. Ça a été quelque chose de difficile. Et le scénario, on l'a retravaillé. Je l'ai beaucoup travaillé avec le chef-op. À distance et avec les coproductrices. Mais le chef-op a apporté beaucoup de choses dans le déroulé du film en règle générale. On se faisait des cardboards. On se fait des petites cartes, en fait, avec ce qu'il y a à l'intérieur, quel personnage, quel message il véhicule, et qu'on n'a pas arrêté de bouger quand il était là. Tu sais qu'on placardait, on avait un mur rempli que de A4 avec des trucs, des pictogrammes, et qu'on intervertissait pour essayer de trouver un peu un fil conducteur au film. Ça a été compliqué. Et ensuite, quand il est arrivé et qu'on a tourné là, franchement, ça soulage, quoi. Ça soulage d'avoir quelqu'un qui soit là où tu n'es pas obligé toi-même de cadrer et où tu peux vraiment diriger et voir ce qui se passe, ce qui est très rare en documentaire, parce que souvent en documentaire, le réalisateur
à la fois documente et filme. Donc, il n'écoute pas forcément ce qui se dit entre les personnages. Alors que là, le fait de l'avoir et d'avoir un moniteur, d'avoir le retour son et juste d'être spectateur plus ou moins de ce qui se passe et d'essayer de voir si ça colle avec ce qu'on avait écrit avant ou pas. Ça a fait du bien. Et l'autre chose qui a été difficile, c'est la coproduction. Les finances d'un film et la coproduction, c'est quelque chose de très compliqué et il faut vraiment s'entendre avec ses coproducteurs. Il faut vraiment avoir confiance en ses coproducteurs parce que souvent il y a beaucoup d'argent en jeu et le problème c'est que il y a beaucoup d'argent en jeu mais qui n'est pas versé au démarrage de ta production. Oui. C'est très compliqué d'un pays à l'autre. A posteriori, en 4 tranches, en 6 tranches. Enfin, en attendant, en tant que producteur, souvent tu avances de l'argent, mais t'as pas forcément cette capacité à avancer autant. Donc ouais, c'est les deux grandes difficultés de Tepuna Ora. Aussi de faire un film en 4 ans, en fait, faut être raisonnable. Si on pense en termes de business et qu'on veut créer une industrie, c'est compliqué de faire un film en 4 ans. C'est compliqué de faire un film il faudrait faire des films en maximum 2 ans pour que ce soit gérable, même comptablement, même par rapport à tout, et avoir un turnover de films. Là, on n'était pas du tout dans ce format-là avec Tepuna Ora. Non, j'étais pas dans ce format-là, mais en même temps, si financièrement et techniquement ça se justifie, peut-être que d'un point de vue culturel et identitaire, 4 ans ont été nécessaires. Oui, d'un point de vue culturel et identitaire, c'est sûr qu'on avait besoin de ces 4 ans. On avait besoin de ce temps pour emmagasiner et essayer de comprendre et essayer de trouver un fil conducteur avec tous les événements qui se passaient, quoi. Et en fait, Auréa a juste été le précurseur d'une histoire, mais qui au final tend à être plus global, quoi. Il y a des choses dont on n'a pas parlé dans Tepuna Ora, mais qui se passent aujourd'hui par rapport, par exemple, au deep sea mining, à l'exploitation des fonds marins, et on pourrait tendre vers ça avec Tepuna Ora, avec tout ce que continue à faire Rhiannon Murphy à l'étranger et tout, et regarder un peu ce qui se passe dans le Pacifique par rapport à ça, à l'exploitation des fonds marins. Ouais. Autre question. Donc, dès le début du film, la narration nous porte un peu à prendre parti. Et tout le long du film, on retrouve des séquences qui sont parfois révoltantes, hein, quand on voit Poema se faire chasser de la plage ou avec son voilier. Quel est, de ton point de vue de réalisatrice, quel est le besoin, quel est l'intérêt de ces séquences? L'intérêt des séquences où on se fait chasser, ou elle se fait chasser sur son voilier, ou même les propos que peuvent tenir certains des personnages, notamment Gérard, qui parle, enfin qui dit c'est parce qu'ils sont tatoués, qu'ils rament dans leur villa à 500 millions, c'est pour ça que la Polynésie est devenue chère, que en fait parfois les métros s'identifient aux Polynésiens alors qu'ils ne le sont pas. Pour moi, c'est important de montrer ces choses-là parce que c'est la réalité de ce qui est en train de se passer à Moria, tout simplement. Je trouvais que dans le film, il n'y avait pas assez d'effets contestataires. Le Tahei, ça reste quand même un rassemblement culturel, identitaire, qui est tout le temps dans la paix, vraiment. Ils entrent pas en conflit directement, ni avec les mouteuils ou les services de l'administration, la commune et tout. Ils le font toujours de manière très posée, calme, toujours en étant unis par rapport à la terre, par rapport à l'océan et tout. Et moi, je trouvais que dans le film, ça manquait un peu d'éléments contestataires parce qu'on fait pas de manifestations en Polynésie où on est avec nos banderoles vraiment, sauf si on est dans l'administration, sans doute. Mais le peuple polynésien n'est pas comme ça. Et je trouvais que ça manquait. Et vraiment, ça n'a pas été provoqué. C'est arrivé alors qu'on tournait avec Poema à la plage, où on s'est fait jeter comme des malpropres parce qu'on avait eu le malheur d'être sur la plage de Témèr et que cette plage n'est plus publique. Et ça nous est arrivé. Et là, on n'a gardé qu'un seul moment dans le film parce que ça nous est arrivé 2 autres fois. Une autre fois, je suis allée tourner avec Anne Veil, on s'est fait jeter
Donc, je me suis disputée avec le gardien, qui n'était pas le même gardien qui avait viré Poema. On s'est fait jeter sur le voilier, donc avec ce fameux gars qui rame de sa villa pour venir nous dire de dégager, pour venir lui dire qu'elle n'a pas le droit d'ancrer dans le lagon de Moorea parce que c'est un voilier, alors qu'il a tort. Il a tort. Si on regarde les règles du PGEM et la possibilité pour les voiliers de rester et d'ancrer, ils ont le droit d'ancrer jusqu'à 48 heures. Point barre. Ils n'ont pas le droit de rester des mois et des mois comme ce qu'on voit, mais là, eux, ils voulaient juste aller pique-niquer avec leurs enfants, en restait moins de 24 heures et puis on repartait. Donc, il y a des gens, en fait, qui se mettent à la fin, oui, qui pensent faire le job de la police ou de la douane alors qu'ils sont même pas agréés pour le faire. Et donc, oui, le gars, il se pointe, on est déjà en train de filmer, on continue à filmer. Il le voit bien. La caméra est là, la perche est là, enfin, tout est là et tout montre bien qu'on est en train de filmer quelque chose et c'est lui qui entre dans le champ de notre film et pas l'inverse, quoi. Et après, pendant les séquences de Hinaeru avec la pirogue double, on s'est aussi engueulé avec un propriétaire terrien qui ne voulait pas que cette pirogue traverse devant chez lui à Rapiti, quoi. Ça gâche sa vue. Donc, tout ce qu'on a documenté à Moorea, c'est une réalité et c'est ce qui est en train de se passer à Moorea. Mais de toute façon, en règle générale, en Polynésie, il y a quand même les mentalités qui changent et tu sens bien que il y a des problématiques qui qui s'imposent de plus en plus avec le temps. Et moi, ma plus grande peur, c'est qu'on devienne un peu comme la Nouvelle-Calédonie, quoi. Et qu'un jour ça pète comme en Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça, mais c'était important de le montrer. Voilà pourquoi c'est resté. Ok. Pour beaucoup, ce film a une forte vocation écologique et environnementaliste. Jusque-là, quel type de retour tu as du public? Alors, le film a été diffusé à la Nouvelle-Orléans. Et le retour que j'ai eu d'un public américain, donc là-bas, sur les causes environnementales, c'est que, d'abord, merci d'avoir fait un film comme ça, sur la préservation de l'océan, la préservation d'une plage, la préservation d'un peuple et tout. Et eux, ils reviennent à ce qui se passe chez eux, quoi. Il y avait des gens de Seattle qui me disaient que leur littoral dynamité, foutu en l'air, ils savent pas quoi faire. En Louisiane, pareil. Donc il y a pas mal de retours positifs sur l'aspect environnemental du film, qu'il y a un besoin de faire ce genre de film. Par rapport à la Norvège, quand elle s'est engagée à coproduire le film, pour elle, l'important c'était l'aspect identitaire et l'aspect environnemental aussi. Parce qu'on fait un film qui n'est pas... La plupart des films environnementaux de nos jours, ils nous montrent que les aspects négatifs de la pollution. Qu'on ne devrait pas faire ci, qu'on ne devrait pas faire cela, qu'il y a trop de plastique dans la mer, qu'il y a ceci, que cela. C'est toujours nous faire réagir et nous donner mauvaise conscience de ce qu'on fait en tant qu'être humain à la planète. Et là, c'était un peu montrer les problèmes environnementaux d'un peuple, mais sans aller forcément sur pointer du doigt telle ou telle personne. Juste prendre conscience que le progrès, en fait, c'est peut-être pas le progrès tel que on l'imagine, c'est-à-dire que l'évolution de la science qui fait en sorte qu'on progresse dans le temps. Peut-être que le progrès, c'est de se réapproprier aussi des traditions et des façons de gérer son environnement, comme le rahui, comme d'autres façons de gérer, qui sont plus en lien avec la nature et qui essayent plus de l'entretenir et pas forcément de préserver de manière scientifique, carrée et rationnelle, quoi. Donc c'était ça, je pense, le plus important à faire avec ce film. Et pour parler d'impact, c'est le genre de choses auxquelles tu es attentive aujourd'hui concernant le film, je veux dire. L'impact qu'il va avoir sur les gens ou sur les autorités? Alors, les deux, en fait, ça se passe vraiment à deux niveaux, même trois, puisque au-delà de ça, il y a une conscience environnementale, sociétale
enfin en tout cas, on le sent bien dans le film, hein, que le discours pousse un peu chacun à prendre ses responsabilités environnementales. Oui, c'est ça. Ça sert à juste à éveiller les consciences des gens et qui prennent conscience que même en faisant une petite chose en tant qu'individu, on peut faire avancer quand même les choses. Et c'est sûr que j'aimerais que politiquement, que les autorités prennent conscience de ce qui se passe à Mongolia et qu'ils essayent de préserver le patrimoine naturel, l'identité du peuple de Mongolia, ça c'est sûr. Mais on ne peut que espérer semer des petites graines dans la tête des gens. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que le film va vraiment aider la cause environnementale ou culturelle de Mongolia? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'essaye, c'est tout. J'essaye juste de semer une graine dans la conscience des gens. On arrive presque à la fin de cette rencontre. J'ai une dernière question qui est un peu plus générale. Quel conseil donnerais-tu à un jeune réalisateur qui souhaiterait se lancer dans le genre documentaire, justement? Dans le genre documentaire? Oui, précisément. Je pense que la première chose à faire en tant que jeune réalisateur en documentaire, c'est de croire en son sujet, de faire des choses qui le passionnent, une histoire et des personnes qui l'intéressent vraiment, de bien s'entourer au niveau de la production, donc de son producteur, de bien s'entourer au niveau de son équipe aussi, et d'aller au bout de ce dont il croit, quoi, de faire quelque chose qui lui ressemble et qui ressemble à l'histoire qu'il a envie de raconter, quoi. D'accord. Après le reste, si c'est un premier documentaire, ça doit être ça le moteur, je pense. C'est vraiment la passion du sujet, la passion de l'histoire, la passion des gens pour lesquels tu racontes cette histoire et des gens qui se racontent à l'intérieur de ton film. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça évolue en business. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue, mais il faut toujours garder ce moteur, quoi. Moi, je rejoins les gens qui font des films d'abord pour eux et pour leur population avant de le faire pour un diffuseur ou pour une pensée extérieure ou un point de vue ou pour plaire à l'extérieur. Il faut d'abord faire des films pour soi. D'accord. Mais un producteur te dira jamais ça. Non, non. Non. Ouais. Enfin, merci beaucoup Virginie. C'était un plaisir de faire cette rencontre avec toi. Bon courage pour la compétition et pour merci. Et pour les autres projets à venir. Et pour les autres projets à venir, exactement. Tu as lu ma fiche? Non, pas du tout. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre avec Virginie Tetofa, réalisatrice du film Te Puna Ora, présenté en compétition du 22e FIFO. Ce film sera projeté en salle du 31 janvier au 9 février 2025 à la Maison de la Culture et également accessible en ligne sur fifotahiti.com aux mêmes dates. Merci encore Virginie. Merci et beaucoup. Puis à très bientôt. À la prochaine.